Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de Youth Live, comme vous le voyez derrière moi. Et oui, nous sommes au lac Léman aujourd'hui puisque nous sommes à Coppet en Suisse, juste à côté, à quelques minutes du siège de l'UEFA à Nyon où se déroule le Final Four de la Ligue, de la Youth League, pardon, non pas la Ligue des Champions. Avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, Hugo Launay. Comment ça va, Hugo? Ravi d'être là, ravi d'être présent ici en Suisse dans ce magnifique cadre. Est-ce qu'on aurait imaginé faire un Youth Live ici au tout début de la compétition? Je ne pense pas, mais pour notre plus grand plaisir, on est ici, donc ravi. Et notre plus grand plaisir aussi, c'est d'avoir Alexis Andoire aujourd'hui avec nous. Comment ça va, Alexis? Mathis, ça va froidement, plutôt froidement. C'est vrai qu'il fait beau, mais il fait un peu froid ici en Suisse. Mais c'est vraiment un plaisir de faire cette émission avec vous, avec ce magnifique cadre, comme tu l'as rappelé, Hugo. Effectivement, alors on va parler évidemment demi-finale de Youth League et cette élimination un petit peu frustrante du FC Nantes. Et justement, ça va être le premier point que nous allons aborder tous ensemble. Une élimination frustrante, Hugo, parce qu'on y a vraiment cru dans ce match que Nantes allait faire la différence. Bah oui, oui, on y a vraiment cru. Donc pour rappeler un peu, le FC Nantes était opposé à l'Olympiakos dans cette demi-finale de Youth League. Donc le parcours du FC Nantes, la voie des champions, ils battent les Polonais de Lech Poznan, puis Helsinki. Après ça sort Séville, Salzbourg chez eux qui était un des tenants, enfin un des favoris au titre. Puis ça bat Copenhague à la Beaujoire dans un match fou encore pour arriver donc sur cette demi-finale face à l'Olympiakos. L'Olympiakos qu'on présentait dans cette semaine dans nos colonnes comme un des adversaires pièges en fait, qui était un peu similaire au FC Nantes, qui avait passé pas mal de tours au tir au but. Et bah comme on l'a pas raté, hein, la décision s'est faite au tir au but, mais oui, défaite très frustrante. Effectivement, hein, pour ceux qui ont certainement vu le match, donc défaite au penalty après un match nul 0-0, une défaite 3-1 sur des pénaltys avec un groupe très restreint. Ce sera notre prochain point d'ailleurs que nous parlerons. Alexis, toi, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu plus en détail de cette rencontre du FC Nantes? Puisque ça a très très mal démarré les 5 premières minutes et ensuite ça a dominé jusqu'à l'heure de jeu finalement, jusqu'à la 60e. Et puis ça n'a pas réussi à faire la différence malheureusement. Ouais, non, bah tout à fait. On l'a vu, les 5 premières minutes du jeu ont été relativement compliquées. Il y a eu une grosse domination de l'Olympiakos, les joueurs grecs, voilà, qui ont fait le boulot vraiment sur toutes les parties du terrain. Après, c'est vrai que Nantes s'est bien réveillé, mais c'est même beaucoup trop réveillé parce qu'ils avaient une forte possession pendant tout le reste du match. Ils ont eu pas mal d'occasions qui ont fini sur la barre. Il y a eu voilà, pas mal d'occasions qui n'ont pas abouti. Malheureusement, des fautes un peu techniques, des ballons trop poussés. C'est vrai que c'était sacrément dommage. Il y a beaucoup de frustration, que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain. Après, voilà, se faire sortir au tir au but, c'est compliqué quand on sait qu'il y a beaucoup de tours de cette édition qui ont été passés au tir au but grâce à un excellent Tom Mabon et d'excellents tireurs aussi. Mais c'est vrai que c'est triste de se faire sortir par l'Olympiakos sur voilà, un endroit où on excelle, c'est les tirs au but. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi, effectivement, alors j'avais vu le match de l'Olympiakos face notamment au Bayern Munich où il y a 3-1, où j'ai vu notamment une interview d'un des adjoints de l'entraîneur de l'Olympiakos qui disait oui, cette équipe de Bayern Munich nous avait pris à la légère et c'est peut-être ça qui nous avait permis de passer le tour précédent. Hugo, sur le match, on a vu une équipe d'Olympiakos, enfin moi je m'attendais à voir quelque chose de beaucoup plus solide. Finalement, ça a mis le bus derrière, excuse-moi de l'expression, et puis malheureusement, côté nantais, ça n'a pas réussi à passer. Totalement, c'est ça. Après le bus, moi j'avais parlé avec un de nos confrères grecs pendant la semaine justement sur cette équipe de l'Olympiakos qui nous présentait très clairement comme une équipe très défensive. Pour le rappeler, c'était la meilleure défense du Final Four de Youth League avec seulement 5 buts encaissés, toujours 5 buts vu qu'ils n'ont pas pris contre le FC Nantes. Donc oui, ça a très bien défendu avec cette défense à 3, très peu d'espace, mais Nantes avait vraiment les situations pour faire la différence. Alexis l'a très bien dit, ça a très mal commencé pour le début du match. On l'a mal terminé aussi, les 10 dernières minutes étaient assez compliquées, mais le reste du temps, Nantes avait la possession, Nantes avait les actions. J'ai en mémoire cette tête d'Enzo Mongo qui passe juste au-dessus de Ducar, de Ducar. Oui, Enzo Mongo qui s'est fait les croiser juste avant, pardon. Cette tête de Ducar qui passe juste au-dessus de la barre transversale. Donc oui, très frustrante, mais après, on le savait, c'était le jeu d'Olympiakos, c'est pas eux qui allaient avoir la balle, c'est pas eux qui allaient faire le jeu, c'était Nantes. Et c'est peut-être pas notre plus gros point fort, on va dire, donc très frustrant. Pris à son propre jeu aussi, puisqu'il y a cette défaite au penalty. Pour toi, qu'est-ce qu'il a manqué? Parce qu'il y a quand même 4 séances de penalty qui ont été brillamment réussies, notamment grâce à Tom Mabon qui a sorti un arrêt, qui a failli en sortir un 2. Qu'est-ce qu'il a manqué pour toi? Est-ce que là c'était vraiment la loterie sur ce Final Four? Non, non, on parle de toute façon, pour moi, la loterie n'existe pas dans les séances de tir au but. Là, je pense qu'il a manqué, c'est surtout du sang-froid et du jus, en fait. On voyait clairement les Nantais qui étaient complètement cramés à la fin du match. J'ai en mémoire Louis Leroux
qu'on voit à la 75e se tenir, s'étirer, avoir des crampes un peu de partout et qui va après tirer son penalty sur la barre transversale. Donc pour moi c'est un peu ça qu'il a manqué, vraiment du sang-froid et de la justesse en fait. Les têtes nantaises n'y étaient plus. Et oui, Tom Mabon, même s'il a réussi à sortir le premier tir au but, il a failli sortir le deuxième, mais au bout d'un moment, quand on rate 3 tirs sur 4, on ne peut pas espérer passer en finale de Youth League. Alors il y a un point qu'on n'a pas encore parlé, messieurs, et effectivement c'est celui du groupe. Puisque quand on regarde la liste des Nantais qui étaient absents, eh ben, elle était assez longue finalement, parce qu'on allait notamment piocher sur pas mal du 16. Hein. Le groupe de l'Olympiakos qui était quand même assez fourni quand on regardait notamment au niveau des tailles, des gabarits. On a vu notamment l'entrée de Mani Letou, le pauvre qui n'a pas pu faire grand chose face à Kostoulas notamment en défense qui fait quasiment un 95. Alexis, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ces absents nantais qui ont peut-être fait d'ailleurs la différence sur le papier aussi? Ouais, bah, une des absences qui a le plus fait couler l'encre, je pense, c'est celle d'Enzo Mongo, voilà, qui quelques jours avant le départ en Suisse s'est fait une rupture des ligaments croisés, donc notamment face au match contre Rennes. Ça a été un peu dur d'apprendre ça, et je pense que ça a manqué aussi là, sur le match face à l'Olympiakos. Après on avait quand même une bonne défense, mais c'est vrai que le capitaine de l'équipe a beaucoup manqué, lui qui s'est révélé quand même fortement cette saison après justement le surclassement de Nathan Zézé avec les pros. Nathan Zézé du coup qui n'était pas aussi de la partie face à l'Olympiakos, qui était du coup avec le groupe professionnel, et on a eu d'autres absences, notamment Streder Apua aussi qui est resté avec les joueurs d'Antoine Comboiré et Bastien Mieux-Piou qui est aussi en phase de rétablissement. Ouais, donc il y avait beaucoup d'absences, et même quand on est arrivé sur le stade de Nyon, moi ce qui m'a un peu frappé, c'est de ne pas voir Mathis Philippe présent sur le terrain. Mathis Philippe qui est un des latérales qui s'est aussi montré un peu comme le patron sur son poste aussi durant toute cette édition de la Youth League, et de voir Gauthier etc sur cette pelouse, c'était bien, mais c'est vrai que je trouve que ça a manqué aussi de Mathis Philippe qui pourtant lui on n'a pas eu connaissance d'une blessure ou autre, donc c'était un groupe un peu réduit, et bon, on a Philippe qui était même pas sur le banc en plus, hein, qui était même pas sur le banc, était absent, c'est ça la question Hugo. On y repensait d'ailleurs ce matin, on s'est dit mais où est Mathis Philippe finalement, il nous a un peu échappé sur la liste quoi. Totalement, c'était un peu notre interrogation quand on est arrivé au stade de l'UEFA vendredi, qu'on a vu le groupe nantais sorti, donc on s'attendait à voir Mathis Philippe. On savait qu'en fait le groupe était élargi, que des joueurs allaient rester après sur le banc ou en tribune même, comme Mathis Philippe l'a pu faire, mais on n'a pas eu, comme Alexis l'a dit, de connaissance de blessures ou quoi que ce soit. Donc après ça se gère en interne, hein, on ne peut pas tout savoir non plus, donc il doit y avoir ses raisons. Mais oui, je pense que ces absences ont fait surtout la différence en fait dans les rentrants. On voyait vraiment que à partir du moment où un joueur nantais sortait, quand il est rentré, ça faisait pas la différence, et c'était ça le problème. On n'avait pas de profondeur de banc, et c'est peut-être là où on a manqué, où on a perdu le match à partir de la 70e quand on a commencé à faire des changements. Est-ce que le match se perd donc effectivement pour toi à partir de ce moment de l'entrée, la première, le double changement finalement avec cette sortie de Gauthier qui est remplacé par Koumous, et c'est Guirassi, si je dis pas, non c'est Enzita pardon, qui est le premier à sortir et qui est remplacé ensuite par Louis Chauvin. Est-ce que tu partages cet avis d'Hugo, toi Alexis? Ah bah, totalement, hein. Il y a eu des joueurs qui étaient complètement à la ramasse physiquement sur la fin, et on peut pas leur en vouloir. C'était un match avec beaucoup d'intensité quand tu vois aussi les gabarits des joueurs qu'il y avait en face, donc il fallait forcément faire tourner l'effectif. Après sur le banc, on n'a pas voilà, cette chance d'avoir un banc hyper fourni, et on est obligé un peu de faire avec l'effectif qu'on a, et malheureusement l'effectif ne correspondait pas forcément avec la physionomie du match. Donc ouais, je partage totalement ton avis avec ces petits changements à la fin du match qui ont totalement tout inversé. Après pour moi, si le match on ne le perd pas forcément dans les changements, le match on le perd entre la 45e et la 60e minute, où on a nos plus franches occasions et qu'on n'arrive pas à terminer, à prendre ce but d'avance. Et on commence à douter, on voit le temps filer, on voit la séance de tir au but qui commence à arriver. C'est ce qui t'énerve toi Hugo, qu'on n'est pas capable d'aller planter ce pion Qui m'énerve moi, forcément un petit peu oui, puisqu'on aurait bien aimé les voir en finale, mais je pense que c'est surtout ce qui a énervé Stéphane Moreau. On l'a vu après en zone mixte quand il est venu nous parler, on sentait que c'était là qu'il était énervé, qu'ils n'arrivaient pas, ils n'ont pas réussi en fait à terminer ce dernier geste. Comme lui il le disait, les frappes n'étaient pas parties comme il l'aurait voulu, ça allait pas aussi vite que ça voulait. Et après honnêtement quand on a regardé Milan-Porto, la deuxième demi-finale, l'intensité, la vitesse, c'était vraiment tout autre chose. Rien à voir, donc pour moi le match on le perd là, on n'a pas réussi à faire la différence. Peut-être que ça manquait d'un appui en attaque, même si c'était pas forcément celui qui a fait la plus grande campagne de Youth League, mais voilà, c'est là où on perd le match pour moi. Eh bien, en parlant de cette campagne de Youth League, messieurs, je pense que c'est maintenant peut-être le moment de faire le bilan, vu que Nantes est sorti sur cette campagne de Youth League.
exceptionnel. On ne peut pas nier tout le parcours, tout le travail qui a été fait par Stéphane Moreau. On rappelle pour ceux qui nous écoutent, qui ne le savent pas forcément, c'est la deuxième fois seulement qu'une équipe française arrive à atteindre au moins les demi-finales. La dernière fois c'était le Paris Saint-Germain en 2016, exactement. Si je dis pas de bêtises, qui était lui arrivé en finale, malheureusement qui n'avait pas réussi à décrocher cette coupe. Alexis, qu'est-ce que tu retiendras toi de cette épopée en Youth League nantaise? Cette épopée, je pense qu'on peut le dire, elle aura fait rêver, hein. N'empêche, on n'était pas vraiment l'équipe qui partait sur le papier le plus loin, je pense, de la compétition. Et certains pensaient aussi qu'on avait une équipe peut-être moins armée pour cette compétition plutôt que l'année dernière. Moi, je pense que ouais, ça a été tout bonnement grandiose aussi de voir à quel point ils se sont battus. Ils ont été confiants aussi sur le terrain. Ils étaient acharnés parce que quand on va jusqu'au tir au but face à des équipes comme Copenhague, qui sont quand même des équipes des grands clubs formateurs, voilà, c'est qu'on tient bon. Il y a eu une force mentale et aussi un esprit collectif, je pense qu'on n'a pas aussi forcément l'habitude de voir. Et là, je pense que c'est ça qui a poussé aussi les joueurs à aller aussi loin dans la compétition. Donc non, franchement, c'était une superbe aventure portée par un Stéphane Moreau qui a quand même été très rassurant. Et je pense qu'il y a eu un peu cet esprit paternel aussi avec les joueurs que je trouve ça magnifique. C'est la découverte aussi de certaines personnes. Hugo, toi, qu'est-ce que tu tires de ce bilan à un moment avec quand même cette belle aventure Comme on l'a dit, aventure exceptionnelle, aventure historique, hein, faut le rappeler. Deuxième participation de Nantes en Youth League, atteindre les demi-finales, venir ici à Nyon au siège de l'UEFA. En fait, même pour les joueurs, c'est super formateur. Ils découvrent une atmosphère de jouer à la Beaujoire devant 20 000 personnes comme ça à la fin, comme on l'a vu contre Copenhague. C'est magnifique pour eux. Donc je pense que c'est une saison d'apprentissage comme il y en a très peu pour des jeunes. Je pense que c'est peut-être la saison où ils ont le plus appris, une des saisons où ils ont le plus joué. Donc très fiers d'eux parce qu'ils n'ont jamais rien lâché. Comme l'a dit Alexis, on n'aurait pas misé sur eux en début de saison quand on les voyait jouer contre Lech Poznan et qui se qualifiaient au péno à Marseille-Sopin. On se disait pas qu'on allait se retrouver à Nyon 6 mois plus tard, donc fantastique. Et c'est surtout la découverte de certaines personnes aussi, de certains tauliers de cette équipe. Je pense notamment à une personne, en tout cas à moi, qui m'a énormément impressionné sur le match. C'est la technique de Louis Leroux, impassable face à l'Olympiakos. On l'avait déjà vu, lui qui nous sauve finalement face à Copenhague. Et là, quelle technique, quelle envie. La twittosphère s'est enflammée d'ailleurs, Hugo. Si tu peux me sortir des petits tweets, notamment sur Pedri qui apparemment n'aurait rien pardon, Leroux qui aurait rien envie à Pedri. Parce que après déjà le match contre Séville, quand on s'amusait à taper Louis Leroux dans la barre de recherche sur Twitter, on tombait sur un nombre incessant de tweets d'Espagnols qui étaient là à encenser Louis Leroux. Et là sur cette demi-finale de Youth League, c'était la même chose. Il a encore impressionné. En fait, au-delà du fait qu'il ne perde aucun ballon, il en récupère un nombre incalculable pendant le match. Et je pense avec la paire avec Malan Gomez, les deux au milieu, Malan Gomez qui était d'ailleurs capitaine pour cette demi-finale de Youth League, c'est sûrement les deux joueurs qui se sont le plus révélés durant cette campagne. Peut-être avec Tom Mabon, mais après Tom Mabon, on savait que c'était un très bon gardien et lui, il avait beaucoup à jouer vu que c'était ses seuls matchs de l'année. Mais oui, Louis Leroux, fantastique. Un dernier mot peut-être sur une personne qu'on a découverte ici aussi à Nantes, c'est évidemment l'entraîneur Stéphane Moreau. Toi, qu'est-ce que tu en tires du bilan Moreau sur cette première saison avec les U19 du FC Nantes? Le bilan ne peut que être positif quand tu arrives à atteindre une demi-finale de Youth League en éliminant Copenhague, comme on l'a dit, avec des joueurs qui avaient joué une semaine avant contre Manchester City en 8e de finale de Ligue des Champions. Quand tu arrives à atteindre ce stade-là, après maintenant, va falloir confirmer en championnat. Il y a les phases finales qui restent à disputer s'ils arrivent à y participer parce qu'ils ne sont pas encore qualifiés. Donc peut-être espérer une nouvelle qualification en Youth League, mais oui, le bilan est forcément positif pour l'instant. Stéphane Moreau qu'on écoute à votre micro, Hugo, c'était juste après la demi-finale et cette défaite en Youth League quand il nous parle de son groupe et de son aventure. Non, au contraire, moi j'espère pas, j'espère surtout que ce soit la suite d'un groupe et qu'il soit capable de grimper et de continuer, que ce soit avec la réserve, que ce soit à un moment donné avec les pros. Oui, c'est pas la fin d'un groupe. C'est la fin d'une compétition qu'on a entamée cette année et qui était très belle. Voilà. Oui, on a de belles choses encore à vivre, c'est pas fini. Il y a 2 matchs de championnat où on peut se préparer une phase finale, il y a une montée à jouer en N3, il y a un maintien aussi à choper avec les pros, il y a beaucoup de matchs importants, on va dire.
Moreau qui a conquis d'ailleurs hein, le cœur des supporters nantais, c'est Mathieu Crougno qui nous rejoint. Bonjour à toi Mathieu, comment ça va? Bonjour Mathis, bonjour à tous. Écoutez, ça va très bien. Et oui, vous parliez justement de Stéphane Moreau et on était tous un petit peu tristes de le voir en conférence d'après-match suite à l'élimination face à l'Olympiakos. On le sentait un petit peu déboussolé et on le comprend quand on réalise un si beau parcours pour sa première saison dans son nouveau club ou plutôt dans son... je sais pas comment on pourrait appeler ça puisque Stéphane Moreau a joué en tant que joueur au FC Nantes. Donc c'était plutôt un retour à la maison pour lui dans ce nouveau rôle, un rôle qu'il a joué je trouve à merveille. Il disait que c'était un moment très important dans sa carrière. Il en a vécu déjà quelques-uns quand il était à Laval, qu'il avait fait une épopée également en Coupe Gambardella avec son équipe. Ils avaient atteint les demi-finales. Voilà, là il dit c'est demi-finale d'une autre compétition, peut-être encore plus belle, la Youth League. Donc forcément c'est quelque chose de super pour lui et on regrette tous de pas voir le FC Nantes aller encore plus loin, mais je pense qu'il faut retenir que le positif et c'est déjà une très très belle aventure. Le rôle de Stéphane Moreau, le rôle des supporters aussi dans cette aventure, Alexis, c'est quand même dingue. 2 records d'affluence de suite à la Beaujoire, donc en quart de finale face à Copenhague, et puis juste avant en 16e ou plutôt en barrage face à Séville. C'est fou, ces supporters nantais sont partout. C'est fou, mais en même temps, ça paraît en fait logique parce que quand on voit qu'ils arrivent aussi à faire des performances exceptionnelles, on peut que s'attendre à ce qu'il y ait encore plus de monde parce que ça donne encore plus envie d'aller à la Beaujoire pour voir ces jeunes joueurs jouer. Et c'est vrai que bon, s'il y a eu un record d'affluence, voilà, il y avait tout le monde, il y avait, voilà, c'était vraiment chaleureux l'ambiance qu'il y avait à la Beaujoire, beaucoup de monde et puis ça a fait aussi connaître pas mal la formation nantaise qui était déjà très réputée auparavant, mais encore plus maintenant. Et puis on porte un peu plus l'œil sur les jeunes joueurs aussi. J'espère aussi que ça va aussi leur apporter pour la suite aux jeunes joueurs. Mais ouais, c'est fou, mais d'un autre côté, pour moi, ça paraît aussi logique. Puis tout à fait, je me permets juste, hein, mais Nantes est une ville de foot. En France, Nantes est un club réputé, voilà, historiquement un grand club dans l'Hexagone et on le montre encore une fois sur le terrain, mais je trouve également dans les tribunes avec voilà, tous ces supporters qui viennent suivre une équipe de jeunes, finalement une équipe U19, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Supporters qui ont fait le déplacement d'ailleurs à Nyon puisque vous étiez environ 250-300 à être venus ici, et ces supporters qui demandent d'ailleurs à voir certaines pépites de notre génération dorée bientôt en professionnel. Vous les amis, qu'est-ce que vous metteriez, quelle petite pièce vous miserez? Moi je vous avoue que Louis Leroux c'est mon chouchou. Après, voilà. Il y a des joueurs qui reviennent plus que d'autres, effectivement. Il y a des joueurs qui ont déjà franchi ce palier, j'ai envie de dire, avec voilà, Bastien Lepiou qui a déjà pu jouer en Ligue 1, même si maintenant il est blessé, il est en train de se remettre tranquillement. Nathan Zézé qui lui a complètement intégré le groupe professionnel depuis déjà plusieurs mois. Je pense, à titre personnel, qu'un joueur comme Malang Gomez pourra peut-être intégrer le groupe professionnel à partir, alors je sais pas sur cette fin de saison, voilà, Nantes on sait toujours dans une opération maintien et je vois mal Antoine Camboiré lancer des jeunes pépites maintenant. Après pourquoi pas, mais à partir de l'année prochaine pourquoi pas, voilà, Malang Gomez qui a signé en plus son contrat professionnel il y a quelques semaines, son premier contrat professionnel avec le FC Nantes, donc c'est un joueur à l'image également de Louis Leroux qu'on aimerait bien peut-être voir le capitaine nantais. Gomez qui n'avait pas voulu se mouiller, hein. D'ailleurs à notre micro juste après la demi-finale, bon ça peut se comprendre aussi sur son avenir en professionnel, il n'était pas non plus chaud mais bon on le verra ça après, seul l'avenir finalement lui dira. Toi Alexis, peut-être un autre joueur que les deux milieux de terrain que nous venons de citer? Ouais, alors moi je pense surtout que ça va dépendre d'un facteur qui est quand même relativement important, c'est aussi l'avenir du club du FC Nantes aussi en Ligue 1, parce que là comme tu l'as rappelé, on est en opération maintien. Bon, je pense que si toutefois le club descend en Ligue 2, je pense qu'il y a aussi plus de chances de voir ces U19 commencer à fouler les pelouses de la Beaujoire. Après moi je pense qu'il y a un joueur qui pourrait potentiellement rentrer dans cet effectif là, c'est Tom Mabon, parce que Tom Mabon a réalisé quand même des performances qui étaient très rassurantes pour les cages des U19, parce que voilà, il était vraiment confiant et même on l'a vu sur les tirs au but, voilà, c'est un patron, il assure. Quand on voit les performances d'Alban Lafont là en ce moment avec l'équipe pro du FC Nantes, voilà, il y a eu le penalty en plus qui a été tiré face au Stade Rennais ce week-end. Bon, pendant les tirs au but, c'est pas très rassurant. Et puis même dans toute la durée du jeu. Donc je vois bien Tom Mabon peut-être prendre sa place un petit peu, pas forcément titulaire, mais commencer peut-être voilà, à faire quelques matchs, par exemple à l'image de Rémi Descamps qui fait par exemple les matchs de Coupe de France. En plus de ça, donc je pense que ça pourrait aussi laisser la voie ouverte à Tom Mabon. Ça devrait bouger hein, au niveau des gardiens de toute façon là du côté du FC Nantes. Tom Mabon d'ailleurs qui a effectué ses premiers pas en N3 assez récemment.
Oui, en plus de ça, oui. Donc voilà, je pense que c'est en plus de ça, c'est un pas vers l'avenir. On rappelle que Tom Mabon en plus cette saison ne jouait entre guillemets que la Youth League puisque le gardien nantais était trop âgé pour rentrer dans le championnat U19 national et bah, voilà, il y avait en N3 des gardiens devant lui comme Barbet, comme Bonelli. Malgré tout, il a quand même pu avoir sa première titularisation et je crois d'ailleurs qu'il en a eu sa deuxième dans la foulée. Donc voilà, il commence à grappiller des minutes et l'idée de le voir intégrer le groupe professionnel en tant que deuxième voire troisième gardien, ce serait quelque chose de beau pour lui et de assez mérité finalement. La chose en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tom Mabon ne pourra plus disputer de Youth League. Et par contre, peut-être pour ses autres amis, pour les générations en dessous, puisque Nantes est en lice bien sûr pour remporter une nouvelle fois le championnat national et tout simplement, encore une fois, se qualifier pour la voie des champions l'année prochaine. Les amis, est-ce que vous avez un petit mot à rajouter sur Nantes avant qu'on aille du côté de la deuxième demi-finale qui nous attendait qui nous attend demain. La finale nous attend demain. La finale nous attend demain, la deuxième de finale était vendredi, pardon. Non, mais je trouve que tu avais assez raison sur ça. Voilà, des Nantais qui maintenant, après cette éviction en Youth League, vont pouvoir se reconcentrer sur le championnat U19 et sur la fin de saison. On sait que c'est très serré entre le FC Nantes, le FC Lorient. Il y a eu une victoire dans le temps additionnel la semaine dernière face à Lorient pour l'équipe de Stéphane Moreau qui est très importante pour la course au play-off, pour la course finalement peut-être encore une fois à la voie des champions et à la Youth League l'année prochaine. On parlait de Tom Mabon qui ne pourra plus la jouer, on parlait aussi des joueurs qui pourraient potentiellement intégrer le groupe professionnel. Voilà, il faut rappeler que la Youth League c'est une très belle compétition mais c'est aussi finalement une compétition qui prépare au monde professionnel et ben voilà, là avec des joueurs qui se révèlent, finalement c'est peut-être la plus belle chose à tirer de cette campagne européenne pour les U19 de Stéphane Moreau. Écoutez, résultat, en tout cas on attendra de voir les préparations notamment l'année prochaine pour savoir qui de nos poulains rentreront dans le groupe professionnel pour rejoindre notamment Zézé, Apea ou encore bien d'autres dont on parlait tout à l'heure. Maintenant nous allons évoquer bien sûr cette deuxième demi-finale qui se déroulait à 18h, toujours dans le même stade, au complexe des Colovrais à Nyon toujours. Et puis ça opposait l'AC Milan à Porto et puis là on était quand même sur une deuxième finale qui sur le papier avait un peu plus de tête. En tout cas c'était deux grands clubs qui sont habitués aux compétitions européennes. Tout à fait Mathis, on parlait de ce match comme le match des favoris et on n'a pas été déçus. Voilà un match qui se solde sur le score de 2 buts partout qui voit la décision se faire au tir au but. Encore une fois voilà, ça tourne en la faveur de Milan mais franchement deux très très grosses équipes avec de très bons joueurs, des pépites également dans ces formations italiennes et portugaises. Peut-être que tu veux en parler Alexis, un mot là-dessus. Ouais, c'était pas du tout la même demi-finale, hein. On était sur le même stade, mais vraiment les deux matchs n'avaient rien à voir et c'était vraiment un niveau qui était autre, mais toujours très intéressant à regarder. Et puis, comme tu as dit, c'était deux centres de formation qui sont à peu près équivalents. Donc voilà, le 2-2, le score au final, c'est un petit peu logique quand on voit. Bon, après, l'égalisation arrive à la toute fin du match, mais c'est vrai qu'on a eu affaire à quelques pépites dans les deux camps. On sait que Porto est quand même très présent dans la formation, dans le football européen. Milan aussi. Donc c'était vraiment une très belle rencontre cette deuxième demi-finale. C'était 50-50 finalement puisqu'on a ce but de la tête du 2-1 du capitaine portugais puis ensuite qui enchaîne à la 94e avec cette erreur qui malheureusement pour lui ne met pas forcément la confiance et qui est fatale à ses yeux de ses coéquipiers. Moi, cette erreur Mathis elle coûte la défaite à son équipe parce que Porto tenait bon dans cette demi-finale, tenait peut-être son billet pour la finale face à une équipe de Milan qui pourtant on le sait est plus que rayonnante. Et il y a cette erreur effectivement du capitaine portugais qui remet le doute, voilà, qu'on sait que quand on se voit déjà autour d'après, là je pense à la finale de l'Euro 2000 entre la France et l'Italie avec des Italiens qui célébraient déjà le titre de champion d'Europe et une égalisation française dans les derniers instants. C'est un petit peu ce qu'on a vu finalement là. On avait en plus les supporters de Porto qui étaient venus en nombre encore plus que les supporters nantais pour la demi-finale qui avait un peu plus tôt dans l'après-midi, des climatisés complètement le FC Porto, que ce soit les joueurs, le staff, les supporters et je pense que ça leur a mis un gros coup derrière la tête et derrière ils n'ont pas su enchaîner pour la séance de tir au but. Alors il y avait deux Français en tout cas qui étaient présents sur le terrain pour cette équipe de Milan. Il y en a un qu'on connaît un petit peu plus si on est fan de la formation nantaise, c'est Ndiala qui a bien sûr déjà joué au FC Nantes, qui est parti ensuite à l'AC Milan. Il y en a un deuxième qu'on connaît un petit peu moins, c'est Noah Ravert qui était un ancien gardien formé à l'AS Saint-Etienne qui est parti à Milan cette année. Écoutez,
C'est à votre micro, Alexis Crogno, non, Mathieu Crogno, qu'il était. Et puis on écoute donc sur son adaptation de son passage en Italie. Ça s'est très bien passé, je me suis bien arrivé. Au début c'était un peu compliqué parce que j'arrive dans un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle culture. Donc je me suis habitué petit à petit, j'ai appris la langue, j'ai appris les nouveaux fonctionnements. Et j'ai vraiment trouvé une force ici incroyable. Que je me suis senti directement bien. Donc je suis très très content d'être ici. Et je suis très content de les avoir aidés. Bien sûr que j'aurais aimé jouer contre un club qui vient de mon pays, mais bon, après voilà, on a regardé le match. Ils ont fait un bon match, ils ont perdu au penalty. Après c'est comme ça, eux aussi ils s'étaient qualifiés avant au penalty. Là malheureusement ils ont perdu, mais ils ont fait un super parcours et aussi il faut les féliciter parce que ça met aussi en valeur le football français et la formation française. Donc c'est que du plus et il me semble que c'est la première fois de leur histoire qu'ils sont. Donc Est-ce que tu connaissais des joueurs dans cette équipe? J'en connaissais un qui est avec moi en équipe de France, Demen. Donc que j'ai vu à l'hôtel avant et on a parlé un petit peu, mais voilà, j'ai regardé le match et voilà, pour eux c'est de l'expérience et puis pour la formation française c'est incroyable. C'était pas le seul point qui a fait la différence, puisque c'est vrai que sur le papier quand même ces joueurs de Milan avaient un petit peu plus d'expérience. Mathieu, toi qui suis bien l'AC Milan, c'est vrai que tu peux nous en parler. Bah écoutez, c'est vrai Mathis, du côté du Milan AC, on est sur une équipe qui compte pas mal de joueurs ayant déjà participé à des matchs avec l'équipe professionnelle du Milan AC et de Stefano Pioli. Je pense notamment au défenseur central Giancarlo Simic, le Serbe, qui a d'ailleurs déjà même marqué à San Siro pour ses grands débuts avec le Milan AC. On voit que ça fait une belle différence. Il a déjà 7 matchs en professionnel, le Serbe. Je pense également à Francesco Camarda, né en 2008, qui bat tous les records de précocité. Tu veux peut-être dire un petit mot dessus, Hugo? Peut-être que je pense que Francesco Camarda c'était le joueur le plus connu de ce Final Four de Youth League, le plus attendu aussi. On a vu toutes ses stats sur lui, 300 buts par saison quand il était jeune, surclassé. Et c'est peut-être pas forcément celui qui a fait le plus grand match, la plus grande demi-finale. Il est sorti à la 65e, remplacé par ton copain serbe Mathieu, qui a été buteur à la fin. Mais oui, je pense que ça a joué forcément la différence la gestion des émotions. Hein. Peut-être que ce que n'a pas réussi à faire Nantes, l'AC Milan a réussi à le faire, garder la tête froide. Et c'est ce qui a amené cette égalisation à la toute dernière minute. On a vu quand même aussi une deuxième demi-finale, on en parlait au tout début, d'une autre intensité quand même. Hein. On voyait que c'était pas deux équipes de même calibre, Mathieu. Tout à fait Mathis, et ça s'explique encore une fois par des joueurs avec plus d'expérience, que ce soit côté portugais, côté milanais. Côté portugais, on a la pépite Rodrigo Moura, numéro 10, qui a failli d'ailleurs au moment où Porto menait 2-1, tuer le match avec un très beau contrôle venu de la gauche. Voilà, un ballon un petit peu long, un peu compliqué, qu'il contrôle bien, il se remet sur son pied, il touche le poteau, et c'est vrai qu'à ce moment là on se dit si Porto marque, et Milan ne reviendra pas. Finalement voilà, on voit à quoi ça se joue, à pas grand chose. Porto ne réussit pas à tuer le match à ce moment là. Derrière, quelques minutes après, il y a effectivement le Danois Simel Hack qui est rentré à la place de Francesco Camarda, qui profite d'une erreur de la défense portugaise pour aller égaliser et relancer complètement cette demi-finale. Pas de petite finale du coup pour Porto et le FC Nantes qui ont pris directement l'avion, les Nantais qui sont rentrés hier à l'heure à laquelle nous tournons cette vidéo, puisque nous sommes dimanche. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a finale demain, Olympiakos AC Milan. Alors sur le papier, c'est peut-être pas forcément les équipes, en tout cas pour l'Olympiakos, pour lesquelles on attendait. Hugo, un petit pronostic sur cette rencontre. Est-ce que tu vas sortir la carte Olympiakos ou pas? Non, là, honnêtement, quand on a vu les deux demi-finales vendredi, l'intensité, le niveau de jeu, l'AC Milan part clairement favori pour cette finale. Je pense que même eux, on a posé la question à Noir Invert en zone mix à la fin de la finale, si lui ils étaient favoris. Ils nous disaient non, sur un match il n'y a pas de favori. Oui, bon, d'accord, on sait très bien que l'AC Milan est favori pour cette finale. Après, attention à cette équipe de l'Olympiakos, comme on l'a dit, qui défend très bien, avec ses défenses à 3, qui peut espérer aller chercher une victoire au tir au but, ne pas prendre de but le plus longtemps possible pendant le match pour rester en vie. Mais je pense qu'à partir du moment où l'AC Milan va ouvrir le score, ça sera terminé et ils auront la roue royale pour aller la route royale pour aller soulever Jagielloski. Du côté de l'Olympiakos, on a vu qu'offensivement c'était pas très dangereux, donc il va falloir Kostoulas quand même. Il y a Kostoulas, il y a les frères, effectivement, les frères grecs qui battent pas mal de records de précocité, mais c'est dans le championnat grec, ou alors ça a été sur les tours précédents. Là j'ai peur que face à l'équipe quand même d'Ignazio Abate et de l'AC Milan ce soit plus compliqué.
peut-être que les Grecs vont tout miser sur la défense en mettant le bus un petit peu comme ils l'ont fait contre Nantes. Voilà, on voit que contre Nantes, ça a marché. Pas sûr que ce soit la même chanson face à l'AC Milan, face aux assauts de Scotti et Sia, les deux ailiers qui ont été rayonnants pour la demi-finale face au FC Porto. Eh ben écoutez, en tout cas on attendra de voir ça puisque la finale se tient demain 18 h. Normalement à l'heure à laquelle sortira cette vidéo, la finale sera dans quelques heures, quelques instants. Quelques minutes. Voilà, exactement de ce rendez-vous. Merci messieurs d'avoir été avec moi pour ce dernier épisode de Youth League cette année. On espère, dans ce très beau cadre, encore une fois, c'est vrai, vous avez pu apercevoir la montagne au-dessus de la tête de Mathieu, même s'il est un peu grand, ou plutôt d'Alexis là-bas qui était un peu plus petit. D'ailleurs que je remercie Alexis d'avoir été avec nous aussi aujourd'hui. Excusez-moi, il fait très froid. Hugo, merci à toi Hugo Launay d'avoir été avec nous. Merci merci aux U19 du FC Nantes pour cette aventure parce que sans eux on serait sûrement pas là et on serait plus dans notre lit le dimanche à rien faire. Donc merci à eux de nous avoir amenés jusqu'ici à Nyon, de nous avoir fait vivre ces émotions au stade de la Beaujoire. Donc merci à eux. Mathieu aussi qui était avec nous, un petit dernier mot peut-être à dire pour cette aventure Youth League, toi aussi qu'on a bien suivi. Aventure Youth League, une super aventure humaine qu'on a vécue tous ensemble et qui est plus que prometteuse pour la suite, on l'a dit, à tous les niveaux, franchement, pour la formation nantaise, pour le groupe professionnel et puis voilà. Et puis qui n'est pas fini, on espère, aventure qu'on espère vous faire vivre l'année prochaine tout en suivant encore une fois le FC Nantes pour la saison 2, effectivement le comeback. En tout cas, on vous souhaite d'ici là une très bonne journée et puis une bonne finale. Si vous la regardez, à bientôt sur la chaîne du CNJ.